Le grand mystère de l'hydratation cosmique, une odyssée microscopique dévoilant l'aube de la Terre. Il était une fois, non pas dans un royaume enchanté, mais au cœur incandescent des premières secondes de la formation stellaire, une énigme qui avait tourmenté les esprits les plus brillants de l'astronomie et de la géochimie pendant des décennies, la provenance de l'océan bleu qui tapisse notre monde, le berceau de toute vie connue, la Terre. Durant de longues ères d'incertitude, l'hypothèse dominante, presque poétique dans sa simplicité, voulait que notre eau fût une cargaison lointaine, parachutée par des messagers glacés venus des confins glaciales du système solaire, ces comètes et astéroïdes riches en glace qui, lors du grand bombardement tardif, auraient bombardé la jeune Terre en fusion pour y déposer, goutte à goutte, la promesse liquide de l'existence. Cette théorie, séduisante par son imagerie de pluie cosmique féconde, reposait sur des observations de la composition isotopique des comètes, notamment le rapport deutérium sur hydrogène, le fameux rapport des H, qui semblait, à première vue, étrangement similaire à celui de nos propres océans. Pourtant, des dissonances persistantes subsistaient, de légères variations qui suggéraient que ces visiteurs extérieurs n'étaient peut-être pas les uniques, ni même les principaux, architectes de notre hydrosphère. Des études récentes, menées jusqu'en 2025, ont renforcé ces doutes en montrant que certains comètes, comme le 12P Pons-Brox, présentent un rapport des H presque identique à celui des océans terrestres, tandis que d'autres affichent des valeurs plus élevées, indiquant une diversité qui complique l'explication unique par les impacts cosmiques. Mais les murmures d'une autre vérité commençaient à s'élever des laboratoires enfouis sous la Terre, des lieux où les lois de la physique étaient poussées à leurs limites les plus extrêmes, imitant les conditions infernales qui régnaient il y a 4 milliards d'années. L'air dans ces enceintes souterraines n'était pas rempli de poussière d'étoiles, mais d'une tension palpable, celle de la science prête à trancher un débat séculaire. Et c'est là, dans le sanctuaire de l'innovation, sous l'égide de chercheurs obstinés, que le voile commença à se lever, révélant non pas un miracle cosmique, mais une nécessité géophysique intrinsèque à la naissance des mondes rocheux. Le docteur Anat Shahar, dont l'ombre scientifique s'étirait désormais sur les pages prestigieuses de la revue Nature, menait cette expédition audacieuse au cœur de la matière primordiale. Leur quête n'était pas d'observer des comètes, mais de recréer la fournaise même où la Terre avait pris forme. Des travaux publiés en 2025, issus d'expériences menées par son équipe en collaboration avec des institutions comme le Carnegie Science, ont démontré avec une précision accrue que ce processus de formation planétaire génère des quantités d'eau bien supérieures aux estimations antérieures, potentiellement suffisantes pour former plusieurs océans équivalents à ceux de la Terre. Imaginez, si vous le pouvez, le théâtre de cette expérience, non pas une simple éprouvette, mais une chambre de compression capable de tordre et de comprimer la réalité elle-même. Ils ne cherchaient pas à simuler un climat tempéré, mais les conditions aberrantes qui caractérisent la phase d'accrétion planétaire. Pour ce faire, ils ont dû matérialiser l'environnement d'un protoplanète, un corps céleste en pleine genèse, plus petit que Neptune, un géant de gaz en devenir ou un super-terre naissante, mais dont le cœur, lui, était fait de roches en fusion, d'un magma si vorace en fer qu'il ressemblait à un océan de métal liquide rougi. La pression exercée était stupéfiante, écrasante, atteignant des niveaux 6 fois 100 000 fois supérieurs à la pression atmosphérique que nous respirons ici, une force capable de pulvériser toute structure terrestre connue. Et la température ? Elle flottait au-dessus de 4000 degrés Celsius, un enfer incandescent où même les métaux les plus réfractaires peinent à maintenir leur intégrité. C'est dans cet environnement d'une violence inouïe que l'équipe de Shahar a introduit l'ingrédient essentiel, celui qui était abondant dans la nébuleuse solaire primitive, l'hydrogène. Ces simulations, affinées par des données issues d'observations télescopiques récentes, ont révélé que sous de telles contraintes, l'hydrogène ne se contente pas de pénétrer le magma, il y réagit avec une efficacité qui dépasse les prévisions théoriques, produisant de l'eau en quantité massive. Car c'est là que réside la première clé de cette nouvelle compréhension. Les planètes nouvellement formées, ces embryons telluriques en croissance exponentielle, n'étaient pas isolés dans un vide sec, elles étaient baignées, enveloppées, voire littéralement noyées dans l'immense manteau gazeux de la jeune étoile autour de laquelle elles orbitaient. Notre propre Soleil, dans sa jeunesse turbulente, était entouré d'un disque protoplanétaire saturé d'hydrogène, l'élément le plus léger et le plus abondant de l'univers. Cet hydrogène, par une simple loi de diffusion sous haute pression, ne restait pas confiné à l'atmosphère en formation, il s'infiltrait, il s'y dissolvait, comme le gaz carbonique dans une bouteille de boisson gazeuse, mais à une échelle et une intensité bien plus spectaculaires.
Il pénétrait l'océan de magma silicaté et ferreux qui constituait alors l'enveloppe extérieure de ce corps en croissance. Des modélisations numériques complémentaires, intégrant des données de 2023 à 2025, ont montré que cette dissolution pouvait stocker jusqu'à des équivalents de plusieurs océans terrestres dans le manteau planétaire naissant. Le choc idéologique survient lorsque l'on considère la chimie de cet environnement. À des milliers de degrés et sous des pressions titanesques, la matière ne se comporte plus selon les règles de nos tables de cuisine. Dans le magma terrestre primitif, le fer, sous sa forme oxydée, existait en abondance, lié à l'oxygène pour former des oxydes de fer. Et c'est précisément la rencontre, dans ce creuset sous pression, entre l'hydrogène dissous et ces oxydes de fer qui s'est révélée être la véritable forge de l'eau. L'équation, bien que simplifiée dans son concept, est d'une élégance terrifiante. L'hydrogène, sous l'effet conjugué de la chaleur et de la pression extrême, arrache l'oxygène de sa liaison avec le fer. Il s'ensuit une réaction de réduction-oxydation, redox, d'une efficacité redoutable. Le fer se réduit, redevenant du fer métallique pur qui, par un processus de différenciation gravitationnelle que nous connaissons bien, sombre vers le noyau de la prototerre tandis que l'hydrogène, ayant capturé l'oxygène, se transforme en molécule de dihydrogène monoxyde, la molécule d'eau, H2O. Des expériences publiées en 2025 ont quantifié cette réaction, indiquant que pour chaque masse de fer oxydé traitée, des volumes d'eau équivalents à des océans entiers pouvaient être générés, renforçant l'idée d'une production endogène massive. Cette réaction, que les géochimistes nomment parfois l'oxydation réductrice interne, n'est pas une mince fuite d'eau, elle est massive. Dans les conditions simulées par l'équipe de Shahar, ils ont démontré qu'une planète en cours de formation, si elle est suffisamment riche en fer et si elle est enveloppée d'un disque riche en hydrogène, peut internaliser une quantité d'eau colossale, bien avant que les impacts cométaires ne deviennent significatifs ou même pertinents. L'eau n'est pas un ajout tardif, elle est un produit de fabrique, une conséquence inéluctable de la cinétique chimique sous stress planétaire. La quantité générée dans ces simulations était suffisante pour expliquer, à elle seule, l'intégralité des océans terrestres actuels, voire bien plus. Si l'on considère que la Terre a incorporé des quantités phénoménales de ce matériau rocheux hydraté durant sa phase d'accrétion, le volume d'eau produit in situ devient la source dominante, éclipsant, ou du moins reléguant au second plan, le rôle des astéroïdes et comètes. Ces findings, corroborés par des données sismiques et géochimiques contemporaines, suggèrent que ce mécanisme opère non seulement sur la Terre, mais potentiellement sur d'autres mondes rocheux de la galaxie. Cette révélation bouleverse profondément notre compréhension de l'évolution planétaire. Elle transforme l'eau, ce solvant universel indispensable à la vie telle que nous la concevons, d'un accident heureux, d'une chance cosmique rare favorisant seulement les mondes situés à une distance précise de leur étoile mère, la fameuse zone habitable où l'eau peut exister sous forme liquide à la surface en un sous-produit fondamental, oserait-on dire, standard de la planétogenèse. Si la formation de l'eau est un processus chimique intrinsèque au corps rocheux lorsqu'il se forme au contact de l'hydrogène stellaire, alors la probabilité d'existence de planètes océaniques, ou du moins de mondes dotés d'une quantité substantielle d'eau stockée dans leurs manteaux et leurs noyaux, augmente de manière vertigineuse. Des modélisations astrophysiques récentes intègrent désormais ce processus pour prédire que des billions de planètes dans la Voie lactée pourraient avoir suivi un chemin similaire. Conséquence pour l'exobiologie, le changement de paradigme. L'onde de choc de cette découverte se propage bien au-delà des études sur le noyau terrestre ou le manteau. Elle résonne avec une intensité particulière dans le domaine de l'exobiologie, la recherche de la vie ailleurs. Pendant longtemps, la recherche de mondes habitables s'est concentrée sur la détection de l'eau liquide en surface, cherchant des analogues de la Terre, des exoplanètes orbitant dans la fameuse zone de Goldilocks. Mais si l'eau est produite à l'intérieur des planètes, alors la définition même de l'habitabilité doit être élargie. Des observations effectuées en 2025 par le télescope spatial James Webb ont détecté de la vapeur d'eau dans les atmosphères de plusieurs exoplanètes, telles que TRAPPIST 1e, une planète de taille terrestre potentiellement dotée d'une atmosphère soutenant l'eau liquide, ou WASP 107b, où des traces d'eau et de carbone indiquent une évolution atmosphérique dynamique. Considérons, par exemple, les super-Terres ou les mini-Neptunes, ces classes d'exoplanètes qui semblent être les plus courantes dans la galaxie. Beaucoup de ces mondes se situent potentiellement au-delà de la limite interne où la glace est stable dans le disque protoplanétaire, mais si l'eau est synthétisée au moment de la formation du manteau riche en silicate et en fer,
ces mondes, même s'ils ont perdu une grande partie de leur atmosphère initiale d'hydrogène lors de l'intense activité de leur étoile hôte, pourraient avoir conservé d'immenses réserves d'eau piégées dans leurs couches internes. L'eau ne serait pas simplement superficielle, mais intégrée à la structure même de la planète, parfois en quantité si grande qu'elle pourrait former des enveloppes d'eau liquide sous haute pression recouvrant des noyaux rocheux, des mondes aquatiques globaux. Des modèles publiés en 2025 sur les mondes vapeur, ou SteamWorlds, suggèrent que ces enveloppes pourraient atteindre des épaisseurs de centaines de kilomètres, créant des environnements où l'eau existe sous des formes supercritiques, brouillant les frontières entre liquide et gaz. Les télescopes de nouvelle génération, tels que le télescope spatial James Webb, sont conçus pour analyser les atmosphères d'exoplanètes. La détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une exoplanète lointaine n'est plus seulement le signe d'une géologie active ou de transfert cométaire, cela pourrait devenir une preuve indirecte, mais robuste, que la planète a traversé cette phase critique de formation où l'hydrogène réagit avec les oxydes métalliques dans un bain de magma. La recette pour un monde aquatique devient alors incroyablement simple, il faut une planète rocheuse en formation et de l'hydrogène gazeux abondant, ce qui, étant donné l'ubiquité de l'hydrogène dans l'univers, signifie que les planètes dotées d'eau sont probablement la norme plutôt que l'exception. Ces insights, tirés d'observations récentes comme celle de K2-18b, où des signes tentants de vie ont été détectés en 2025, élargissent les horizons de la recherche astrobiologique. Le mécanisme de libération, comment l'eau monte-t-elle ? Une question cruciale subsiste, si l'eau est emprisonnée si profondément, comment est-elle parvenue à la surface pour former nos océans ? Le modèle de Shahar explique la source de l'eau, mais pas entièrement son acheminement vers la surface. Cela fait appel à la dynamique interne de la Terre. L'eau synthétisée sous les conditions extrêmes du manteau inférieur ou même du noyau externe se retrouve initialement sous forme de composés hydroxylés intégrés dans la structure cristalline des minéraux silicatés ou, à des pressions encore plus grandes, sous des formes exotiques, peut-être même des phases de glace de haute pression si la température n'est pas trop élevée, bien que dans le contexte de la formation terrestre, le magma soit la réalité dominante. Des études géophysiques contemporaines ont modélisé ce stockage, indiquant que jusqu'à des équivalents de 3 océans terrestres pourraient être piégés dans le manteau actuel. La clé réside dans la tectonique des plaques et le volcanisme. À mesure que la Terre se refroidit et se différencie, les minéraux incorporant ces molécules d'eau dans leur réseau cristallin, minéraux hydratés, montent lentement dans le manteau supérieur par convection. Lorsqu'ils atteignent des zones de moindre pression, ou lorsqu'ils sont soumis à la chaleur accrue des panaches mantéliques, ces minéraux se décomposent, libérant l'eau sous forme de magma riche en fluide. Ce processus se manifeste par le volcanisme. Les éruptions volcaniques ne rejettent pas seulement des gaz volcaniques, elles sont les soupapes par lesquelles l'eau stockée dans les entrailles de la planète est lentement exhalée dans l'atmosphère primordiale. Au fil des centaines de millions d'années, ce dégazage continu, couplé au refroidissement atmosphérique et à la condensation, a permis l'accumulation des océans. Des données issues de volcans sous-marins et de roches mantéliques analysées en 2025 confirment que ce dégazage persiste encore aujourd'hui, bien qu'à un rythme réduit. Le paradoxe du fer, la composition du noyau comme preuve. Ce modèle a une implication fascinante concernant la composition du noyau terrestre. Dans l'hypothèse cométaire, la Terre se serait formée par accumulation de matériaux plus ou moins différenciés, mais la quantité d'eau incorporée serait limitée par la composition initiale de la nébuleuse locale. Si, en revanche, l'eau est produite par réaction avec le fer oxydé, cela suggère que la Terre primitive contenait une quantité de fer plus grande ou, du moins, que ce fer était exposé à l'hydrogène d'une manière qui n'est pas permise par les modèles d'accrétion standards. Des analyses sismiques récentes, intégrant des données de 2023 à 2025, révèlent que le noyau interne pourrait contenir des traces d'hydrogène incorporé, modifiant sa densité observée. Les données sismiques nous indiquent que le noyau terrestre est principalement composé de fer et de nickel, mais avec une fraction significative d'éléments légers, peut-être du soufre, du silicium, ou de l'oxygène, qui explique pourquoi le noyau est moins dense qu'un alliage pur de fer et de nickel. Si l'hydrogène a joué un rôle majeur dans la formation de l'eau, il est plausible qu'une partie de cet hydrogène lui-même se soit incorporée dans le noyau en fusion lors de la différenciation, formant peut-être des hydrures de fer ou d'autres composés sous les pressions extrêmes du centre planétaire. La simulation de Shahar renforce l'idée que la Terre n'a pas simplement capturé des blocs de construction, elle les a transformés chimiquement de manière radicale et interne pour produire son eau.
Ces transformations pourraient expliquer des anomalies dans la composition du noyau externe, comme observé par des missions sismologiques globales. L'héritage de l'hydrogène stellaire. Pour approfondir l'idée, nous devons revenir à la naissance du système solaire. Notre Soleil s'est formé au centre d'un disque de gaz et de poussière. La composition de ce disque, influencée par la température et la distance à l'étoile, dictait la chimie des corps qui s'y formaient. Près du Soleil, seules les roches et les métaux pouvaient condenser. Plus loin, au-delà de la fameuse ligne de glace, les composés volatiles comme l'eau, le méthane et l'ammoniac pouvaient exister sous forme solide. C'est pourquoi les corps extérieurs, comme les géantes gazeuses et leurs lunes glacées, sont si riches en eau. Des cartographies détaillées du disque protoplanétaire, basées sur des observations de 2025, montrent une distribution plus homogène de l'hydrogène que précédemment pensée. La théorie cométaire supposait que les matériaux de la Terre provenaient principalement des régions internes, plus sèches, et que l'eau fut une exception apportée par des objets ayant migré de l'extérieur. La recherche de Shahar suggère que même si la Terre se forme dans la région rocheuse, elle n'est jamais totalement sèche. Le gaz d'hydrogène, très léger, n'est pas confiné derrière la ligne de glace, il est partout dans le disque protoplanétaire, même dans les régions chaudes. Il diffuse à travers le plasma et le gaz ambiant. Même si la température était de 1000 degrés Celsius à l'endroit où la prototerre accrétait sa masse, l'immense pression exercée par la matière environnante, combinée à la présence de ce gaz, suffit à forcer les réactions chimiques de production d'eau directement dans les silicates en fusion. C'est une histoire de physique de haute pression plus qu'une histoire de simple température. Ces dynamiques sont désormais modélisées avec une précision accrue grâce à des simulations informatiques intégrant des données d'observation stellaire. Les données isotopiques, le débat réouvert. La critique historique de la théorie cométaire portait sur les isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène. Les comètes de la ceinture de Kuiper montrent souvent un enrichissement significatif en deutérium, un isotope lourd de l'hydrogène. Les océans terrestres ont un ratio des H qui, s'il correspond approximativement à celui de certaines comètes, est plus proche de celui des astéroïdes carbonés ou même de certains matériaux trouvés dans les météorites primitives qui se sont formés plus près du Soleil. Des mesures récentes sur des comètes comme 67 Pe Churyumov-Gerasimenko, publiées en 2024 et 2025, montrent des ratios variant de 1 à 3 fois la valeur standard des océans terrestres, avec certains cas presque identiques, comme pour le 12 Pe Pons-Brox. La découverte de Shahar fournit un mécanisme pour créer de l'eau dont la signature isotopique pourrait correspondre à celle observée sur Terre, car elle dépend de la température locale et de la diffusion de l'hydrogène dans le magma, des paramètres qui sont prédits pour être cohérents avec les observations actuelles. Si l'eau est générée par une réaction entre le fer oxydé et l'hydrogène gazeux sous haute pression, la distribution isotopique de cet hydrogène serait directement liée à la composition du gaz enveloppant la protoplanète, un environnement qui est intrinsèquement lié à la zone de formation. Cela réconcilie les données cométaires avec une production interne dominante. Les implications futures pour la recherche de vie. Le message est clair et puissant, l'eau n'est pas un trésor rare, mais une brique de construction courante. Pour les astronomes qui scrutent le ciel à la recherche de mondes habitables, cela signifie qu'ils devraient réévaluer leurs probabilités. Si l'eau est un produit de série, alors la galaxie doit être criblée de planètes dotées d'eau, même si elles ne ressemblent pas exactement à la Terre. Des estimations actualisées en 2025 suggèrent que des billions de tels mondes pourraient exister dans la Voie lactée seule. Cela ouvre des perspectives fascinantes pour l'étude des atmosphères d'exoplanètes plus massives. Les superterres, souvent considérées comme des mondes gazeux superflus, pourraient en réalité être des mondes océaniques avec des couches d'eau atteignant des centaines, voire des milliers de kilomètres d'épaisseur, sous des pressions qui créeraient des formes de glace inhabituelles ou même de l'eau supercritique, un état où les distinctions entre liquide et gaz s'estompent. Ces environnements, bien que radicalement différents de la surface terrestre, pourraient potentiellement héberger des formes de vie adaptées à ces pressions extrêmes et à ces températures internes. La vie pourrait prospérer non pas à la surface baignée de lumière stellaire, mais dans l'obscurité chaude et sous pression du manteau hydraté. Les découvertes du télescope spatial James Webb sur des planètes comme K2-18b, avec des indices de diméthylsulfide potentiellement biosignature en 2025, renforcent cette vision. En conclusion de cette première phase de découverte,
La recherche menée par Anat Shah et son équipe ne se contente pas de résoudre un mystère géologique, elle réécrit le prologue de l'histoire de la Terre, et par extension, le préambule de l'histoire de la vie ailleurs. Nous ne sommes pas les produits d'un tirage au sort cosmique incroyablement chanceux où une comète aurait déposé notre bien le plus précieux. Au contraire, notre océan est le résultat direct et inévitable des lois de la chimie et de la physique appliquées à la matière en fusion, sous la pression et la chaleur des premiers moments de notre construction. La Terre n'était pas un grain sec recevant un don, elle était une cuve de réaction où l'eau fut synthétisée au plus profond de son être, faisant de la présence d'eau non pas une anomalie, mais la signature même d'une planète rocheuse réussie. Et si c'est vrai pour nous, c'est vrai pour des milliards d'autres mondes attendant d'être découverts dans la nuit étoilée. Le cosmos, loin d'être stérile, semble intrinsèquement prédisposé à l'humidité.